Bon, j'ai fait une vidéo d'introduction au FPGA. Maintenant, je suis certain que vous voulez que je fasse quelque chose avec un FPGA, n'est-ce pas? Bien, on débute avec le matériel. Bidouilleur, salut, 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. Dans la vidéo d'introduction au FPGA que j'ai publiée récemment, j'ai fait un survol de ce que c'est un FPGA, de ce qu'il y a en dedans et de son utilité. J'ai aussi fait des comparaisons aux microprocesseurs, au CPLD et au ASIC. Si vous n'avez pas visionné cette vidéo, je vous recommande fortement de le faire avant de visionner cette vidéo aussi. Je fournis le lien vers la vidéo d'introduction au FPGA dans la description sous cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la plaquette de développement de FPGA que j'ai choisie pour m'amuser un peu. J'ai choisi la famille de FPGA Altera Cyclone 4. Pourquoi? Parce qu'elle est très répandue, peu chère, elle a de bonnes capacités. Cyclone 4 n'est pas, en passant, la toute dernière famille de cette lignée. Altera, Intel, produisent de nos jours les séries Cyclone 5 et Cyclone 10, évidemment plus performantes. Mais pour un bidouilleur comme moi qui fait ses premiers essais, ça suffira le Cyclone 4. Maintenant, voyez comment on peut trouver une plaquette de développement de FPGA très bien garnie. Alors, en magasinant sur AliExpress, j'ai craqué pour cette plaquette FPGA vendue par FPGA Board Store, qui est en affaires depuis 5 ans, et elle contient un FPGA EP4 CE6 E22 C8N, qui est un Cyclone 4 de Altera, aujourd'hui bien sûr Intel. Donc le prix était très alléchant, à 26,50 plus presque 3 $ US de livraison, donc à moins de 30 $, on avait une plaquette de développement que je qualifierais de départ, avec beaucoup de caractéristiques intéressantes comme des DEL, des interrupteurs, connecteurs FPGA, connecteurs PS2 de clavier, vibreurs, et ainsi de suite. On va voir ça tantôt plus en détail. Alors j'ai craqué pour cette plaquette, je l'ai fait venir, elle est arrivée assez rapidement. Et c'est le EP4 CE6 E22 C8N, c'est un Cyclone 4. C'est l'entrée, c'est le FPGA d'entrée de gamme, on peut dire, de cette famille, puisque si on va voir la table ici de support, on s'aperçoit que le EP4 CE6, c'est le plus petit de la famille EP4, donc Cyclone 4, en termes de capacité interne. Par contre, pour s'amuser, c'est excellent. On a 6200 blocs logiques. On a 270 kilobits de mémoire interne. On a 15 multiplicateurs 18 par 18, 18 bits par 18 bits, 2 PLL d'usage général, des blocs d'horloge 10, des banques d'entrée-sortie, il y en a 8, et au total, il y a 179 signaux. Donc, ce sera plus que suffisant. Horloge de 50 MHz sur la plaquette, les alimentations, un connecteur de broche d'entrée-sortie, et tout le tralala, un Max 232 pour les communications série, et ainsi de suite, même support pour un affichage LCD, VGA, ainsi de suite. Donc, ça me semblait très, très attrayant, d'autant plus que le vendeur fournit un fichier archivé contenant une foule d'exemples de programmation. Donc, il y en a en VHDL et il y en a en Verilog. Donc, il y a même des fichiers de sortie, donc les fichiers binaires qu'on peut envoyer directement pour essayer la plaquette. Ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, bien sûr. Alors, ça me semblait complet. Et regardons maintenant à quoi ça ressemble, cette belle plaquette. Bon, je vous avise qu'il est difficile de retrouver la plaquette de développement que j'ai commandée en tapant des mots-clés sur AliExpress. Je vous recommande plutôt de taper le numéro de l'item dans le champ en haut de recherche du site web d'AliExpress. Je vous fournis le numéro de l'item dans la description sous cette vidéo. Alors, j'ai reçu le colis tel quel. J'ai eu peur parce que je me suis dit « Ouh, monsieur, une plaquette de circuit imprimé là-dedans, ça risque d'être malheureusement endommagé. »
Donc, c'est un envoi recommandé, ce que j'ai bien aimé. Donc, livraison à la porte. Ça, là-dessus, j'étais bien content. Alors, l'autre chose qui m'a fait peur, c'est j'ai vu l'emballage à bulles. Je me suis dit, oh non, dites-moi pas qu'ils n'ont pas mis de protection antistatique. Mais heureusement, il y avait un sac antistatique à l'intérieur. J'y reviens. Alors, ça vient avec une interface JTAG et son câble. Donc, c'est une interface USB à JTAG. Ça, c'est une copie, hein, ce n'est pas un original, là. Absolument pas. Bon, ça vient aussi avec des petites entretoises qui vont faire rôle de patte pour soulever la plaquette. Ça vient avec deux câbles. Un câble USB à alimentation coaxiale 5 volts. Donc, c'est pour alimenter la plaquette au complet, juste pour l'alimentation. Et un autre câble pour l'interface JTAG, donc USB à mini USB. Pour l'alimentation, bien sûr, et les communications avec l'interface. Donc, on s'en vient sur la plaquette. Alors, la plaquette elle-même était, comme je vous dis, heureusement, dans un sac antistatique que j'ai déjà coupé. C'était scellé. Voici la plaquette et on va la regarder de plus près. Alors, on analyse plus en profondeur. Bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, qu'est-ce qu'il y a sur la plaquette? C'est un FPGA Altera Intel Cyclone 4, c'est la série, et c'est un EP4 CE6 E22 C8. Alors, c'est un boîtier de 144 broches, 4 fois 36 broches, bien sûr, sur le contour. Alors maintenant, on va regarder tout ce qui est attaché autour de ce FPGA, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Regardons tout ce qui nous passe aux yeux le plus rapidement. Bien, on a un affichage à 8 chiffres, 7 segments chaque chiffre, plus les points. Je ne suis pas certain que les points sont connectés par contre. Mais bon, alors on a notre affichage à 8 chiffres. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans les connecteurs? On a un connecteur RS232, donc port série. On a un connecteur VGA, et oui, pour connecter un moniteur, donc un écran d'ordi VGA. Il y a ici un vibreur piézoélectrique. On a un connecteur PS2, je peux vous les montrer. PS2 de clavier. Et on a la prise coaxiale d'alimentation 5 volts venant de l'USB. Donc on va se brancher ici pour alimenter la plaquette. Maintenant, autour, qu'est-ce qu'on a? On a ici le connecteur JTAG pour faire la programmation du FPGA. On a des boutons poussoirs ici. Il y en a qui sont pré-connectés sur des signaux importants du FPGA et ils sont donc condamnés à faire ces fonctions. Mais il y en a qui sont libres sur des broches d'entrée-sortie, donc libres d'être utilisés pour d'autres fonctionnalités. Ici, on a une série de broches qui ne sont pas connectés à rien sur la plaquette. Donc, ce sont des signaux qui sont envoyés directement des entrées-sorties sur un connecteur pour usage extérieur, bien sûr. Si on veut brancher autre chose, contrôler autre chose à l'extérieur de la plaquette de développement. Donc, d'autres boutons poussoirs momentanés. Ici, on a des interrupteurs qui sont de type DIP, donc allume-éteint. Donc, on peut facilement faire envoyer des commandes au FPGA de cette façon. On a ici l'interface de l'affichage à cristal liquide. Alors, on peut choisir quel type de LCD on veut contrôler avec ce petit cavalier ici dont on peut changer la position. Il y a un ajustement de contraste ici, c'est donc un potentiomètre pour ajuster le contraste de l'affichage. L'affichage, il faut le fournir, bien sûr, il n'est pas inclus. Mais le brochage est standard, donc on peut connecter directement un affichage LCD. Bon, alors pour l'affichage LCD, on a le choix entre un LCD à 3,3 volts pour l'alimentation ou un LCD à 5 volts, d'où l'usage d'un cavalier ici de sélection entre 3,3 et 5. Alors, ce qui est bien sur cette plaquette, c'est que tous les signaux qui sont utilisés pour contrôler ou pour se connecter à ces différents périphériques, tous ces signaux-là sont écrits ici sur
la sérigraphie. Donc, c'est très utile de réaliser quelle entrée-sortie, donc quelles broches sur le FPGA sont connectées sur quelle fonction. Parce qu'il faut comprendre, bien sûr, que ces périphériques sont connectés directement sur des broches. On condamne donc une bonne proportion des broches du FPGA à faire les fonctions dédiées qu'on a ici, soit DEL, bouton, VGA, RS-232, donc communication, interrupteur, et ainsi de suite. Okay? Donc, bien sûr, il faut savoir quelles sont les entrées-sorties qui sont assignées à ces différentes fonctions. Même pour le développement du FPGA, il faut évidemment le savoir. Et ça, c'est tout écrit ici. Si vous regardez de près, on vous montre ici que, par exemple, ils appellent ça le Nixie Tube, là, mais ce n'est pas la bonne façon de l'appeler. Ce sont l'affichage à DEL. On nous dit que les segments, donc A, B, C, D, E, F, G, H, c'est probablement le point. Donc, les segments A, B, C, D, E, F, G sont connectés à ces broches ici. Donc, vous voyez P, c'est pour pin. Donc, P127, P128, P129, etc. Alors là, vous voyez l'assignation des broches avec ces tables. Et c'est la même chose pour toutes les fonctions. Le LCD, c'est défini ici. Les DEL, parce que je ne vous l'ai pas mentionné, mais il y a toute une série de DEL ici. Il y a 12 DEL qui peuvent être utilisés pour faire de l'affichage. Et ces DEL-ci ont évidemment une assignation sur les broches. Et c'est la même chose pour les interrupteurs, la même chose pour les signaux d'entrée-sortie génériques. Ici, on leur donne sur quelle broche du FPGA c'est connecté. Le flash I2C. Ensuite, le connecteur PS2 pour le clavier. Et ainsi de suite. Le MAX 232, oui, mais il y a un MAX 232 puisque on a ici un port série, un vrai port série, donc les tensions positives et négatives. Il faut donc une puce de conversion et on a ici un MAX 232 qui fait ce travail. Et les deux broches ensuite, qui sont de signaux au niveau logique 3,3 volts, envoyés au FPGA, ils sont sur ces deux broches-ci, P113 et P114. Veuillez noter que depuis que j'ai commandé et reçu ma plaquette, il semble bien qu'une nouvelle version de cette plaquette a été publiée. Et celle-ci ne contient plus de port RS-232, c'est un port USB. Bon, le vendeur dit que comme le port RS-232 n'est plus supporté sur les PC, il a décidé de faire une mise à jour et de mettre un port USB plutôt qu'un port RS-232. Et un CH340 comme puce de conversion plutôt qu'un MAX 232. Alors à noter quand même. Alors, je vous dirais de façon générale que c'est une plaquette qui est bien construite, bien faite. Évidemment, c'est fait, on pourrait dire que c'est une copie d'une plaquette de développement d'Intel Altera, si on veut, mais à une fraction du prix quand même. Donc, elle est bien faite. La construction, les pistes, les écritures, c'est assez clair, ça, on ne peut pas les blâmer de quoi que ce soit là-dessus. On a combien de régulateurs? Bien, on arrive avec du 5 volts. Hein? Donc, on a donc un régulateur plus costaud de 3,3 volts. Et de ce régulateur costaud, on va alimenter deux autres régulateurs. Un ici de 1,2 volts et un ici de 2,5 volts. Okay? Alors, évidemment, dépendamment des fonctions sur le FPGA, il y aura donc nécessité d'envoyer 1,2 volts ou 2,5 volts. C'est bien sûr alimenté de façon fixe. Il y a donc des banques, et on verra cela, il y a des banques de signaux qui sont assignés à différentes tensions. Et donc, les entrées-sorties seront condamnées à être de niveau 1,2 volts, 2,5 volts ou 3,3 volts. Le 1,2 volts est essentiellement utilisé pour le cœur, ce qu'on appelle le core supply, donc le cœur du FPGA. Les portes logiques internes sont vraisemblablement connectées sur le 1,2 volts, qui est habituellement une tension beaucoup plus basse. Donc, même chose pour que les microprocesseurs, microcontrôleurs.
lorsque plus d'une alimentation, l'alimentation généralement dont la tension est la plus basse, sert à alimenter le cœur de la machine. Et les autres alimentations servent à alimenter les entrées-sorties à différentes tensions. Alors, c'est essentiellement ce qu'il y a sur la plaquette. Sur l'autre face, il n'y a franchement pas grand-chose, sauf peut-être l'intérêt de voir qu'il y a un oscillateur ici de 50 MHz. Donc, cette plaquette, le FPGA, est cadencée à 50 MHz. Donc, si on veut utiliser cette horloge de 50 MHz, il faudra en tenir compte pour dériver des fréquences secondaires pour faire un bon usage à la bonne fréquence pour notre application. Donc, mais la seule source de disponible est de 50 MHz. Alors, on devra tout faire à partir du 50 MHz, ce qui n'est pas vraiment un problème sur un FPGA, puisqu'il y a des PLL, il y a des diviseurs d'horloge, on peut faire à peu près n'importe quoi avec cette référence de 50 MHz, dériver à peu près n'importe quelle horloge. Okay. Alors, ça fait le tour de la plaquette. Il y a énormément de possibilités avec cette plaquette, comme vous le voyez. Il y a de quoi s'amuser comme un petit fou, mais il faudra y aller une étape à la fois, bien sûr, puisqu'il y en a beaucoup à voir. On va garder les essais pour la prochaine vidéo, mais au minimum, on pourrait peut-être mettre l'alimentation dessus pour voir qu'est-ce qui se produit. Ah! Donc, clairement, la plaquette a été testée, puisqu'il y a une application dessus. On le voit très bien. Tamiser un peu la lumière. Alors, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, une des deux puces de flash contenait un programme qui a fait afficher ces chiffres à partir du FPGA, bien sûr. Donc, on sait que la plaquette fonctionne bien. Elle a été programmée et on peut faire une réinitialisation, mais le programme redémarre toujours. C'est bon signe, la plaquette fonctionne. Cette série de vidéos se veut un survol du développement de FPGA d'un point de vue bidouilleur. Je ne m'attends pas à ce que vous cherchiez à copier exactement ce que je fais, mais plutôt à ce que ça vous serve de motivation pour vous amuser avec des FPGA. À cet effet, il existe sur le marché plusieurs autres plaquettes de développement de FPGA, pas juste celles que j'ai commandées. Même dans la famille Cyclone 4, il y a plusieurs plateformes de disponibles, incluant des kits de développement originaux de Altera, beaucoup plus chers en passant. La seule recommandation que je vous donnerai ici dans le choix d'une plaquette de développement FPGA est de vous assurer que des fichiers d'exemple et qu'un manuel d'instruction correspondant à la plaquette soient fournis par le vendeur sur AliExpress ou ailleurs. Sinon, vous travaillerez dans le noir et ce sera plus difficile de vous lancer. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vais vous montrer l'environnement de développement Altera Quartus Prime et je vais faire ma première configuration d'FPGA. Donc, demeurez à l'écoute de ma chaîne Électro Bidouilleur. Merci et à la prochaine!